is the new radio. Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Le Québec en plus bosse. Pour cette deuxième saison du podcast, j'ai souhaité mettre un peu plus l'accent sur les personnalités, sur celles et ceux qui font le Québec, qui inspirent les Québécois. Et après tout, tous ceux qui m'interrogent sur les raisons de mon installation ici, je leur réponds toujours la même chose. Je suis pas tant venu pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et en l'occurrence, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Lorsque j'ai initié cette idée, j'ai demandé à mes amis québécois quelles pouvaient être, selon eux évidemment, les personnalités inspirantes que je pourrais rencontrer pour ce podcast. Premier constat, beaucoup des noms cités font déjà partie de la liste des invités reçus en saison 1, ce qui appelle deux réflexions de ma part. La première, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans le casting des invités et la chance qui me répondent positivement. Deuxième remarque, visiblement mes amis québécois ne sont pas très au fait de mes invités et je devrais peut-être leur suggérer d'écouter une ou deux émissions de temps à autre. Mais parmi les nouveaux noms proposés, c'est celui de Marc Dutil qui est sorti en premier. Je cite, « Lis son livre, Nos faux combats, et tu comprendras ». C'est ce qu'on m'a dit. Ben effectivement, j'ai compris. J'ai compris dès la préface du livre, signée par l'exceptionnelle Isabelle Hudon, que nous serions du coup en très bonne compagnie. J'ai une telle admiration pour elle et elle nous a fait l'honneur d'être une de nos invitées. Et j'ai compris aussi que Marc Dutil était une personne inspirante avec une vraie dimension humaniste de ce que doit être l'entreprise dans une société comme celle du Québec. J'ai compris que c'était un amoureux et un ardent ambassadeur de la Beauce. Alors cette bande de terre qui s'étire au sud de Québec, le long de la rivière Chaudière. Enfin, je pense qu'il nous en dira plus parce que je suis clairement pas un spécialiste. Enfin, j'ai compris que cela ferait une super émission. Bonjour Marc Dutil. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Bon, je suis absolument ravi de vous recevoir aujourd'hui et pour ceux qui le savent pas, parce qu'au Québec vous êtes quand même une personnalité vraiment connue, mais pour ceux qui hors du Québec ou ceux qui viendraient juste d'arriver ne vous connaissent pas encore, vous êtes le président et le chef de la direction du groupe Canam. Alors je précise parce que c'est notamment dit dans le livre, c'est l'autre Canam, celui sans tiret, et vous êtes à la tête d'une société qui est dans l'industrie de structures métalliques, avec un petit chiffre d'affaires coquelet de 2 milliards de dollars. Enfin, c'est vraiment une très très grosse société. C'est l'une des fiertés québécoises. Vous êtes aussi fondateur de l'école d'entrepreneurship de Beauce et information qui n'est pas neutre à mon sens. Vous êtes aussi le papa d'une famille de 5 enfants. Voilà. Et ce qui m'a permis de faire connaissance avec vous, c'est ce livre, Nos faux combats, réconcilier performance et bienveillance. Aux éditions de l'Homme, on retrouve très souvent ces éditions dans l'émission parce qu'il y a plein de super bons bouquins. Et je précise à chaque fois que je n'ai absolument rien à voir avec les éditions de l'Homme, même si nous porterons le même nom de famille. La chose qui tout de suite, et ça va être ma première question qui m'a fait percuter sur ce livre, c'est tout de suite le sous-titre. Réconcilier performance et bienveillance. Et moi, avec mon regard franco-français à moi, j'y ai vu une espèce d'analogie du Québec avec réconcilier la performance. Donc la performance, évidemment, pour moi, c'est l'identité nord-américaine par excellence, la recherche de la performance. Et le Québec est une terre nord-américaine.
mais aussi la bienveillance. Et quand je disais que j'étais venu pour les Québécois, et je suis pas le seul, à chaque fois le mot qui nous revient à tous, c'est le mot bienveillance. Est-ce que je dois ça simplement à mon œil français ou est-ce que je suis un petit peu dans le vrai quand même? Je m'attendais à une question facile pour commencer. Désolé. Ça m'a chauffé dans la facilité. Euh, je ne suis pas capable de juger de votre œil français. OK? La France a multiples dimensions pour moi. D'ailleurs, Canam a une affaire. On a encore des cousins à Niort Ah, qui s'appellent Canametal. On est actionnaire à 30 quelques pourcents. Mon père y va encore quelques fois. c'est ma région, c'est formidable. On a passé 20 ans à essayer de comprendre le marché de la construction française avant de, un mot que je déteste, avant de abandonner. OK? Il y a fait que je ne sais pas si c'est votre regard français qui fait que le Québec vous surprend dans sa bienveillance. Je sais qu'au Québec, non, en France, il y a des lignes invisibles qu'il faut être français pour comprendre. OK? Des lignes hiérarchiques, des lignes géographiques, des lignes politiques. J'ai l'impression qu'en France, je porte le titre de PDG avant d'avoir un prénom. OK? Tout à fait. Il y a des dimensions en France qui sont complexes à naviguer pour un Québécois. OK? Peut-être que la bienveillance, c'est qu'au Québec, moins de lignes, ça veut dire plus de rapprochement, ça veut dire plus d'interdépendance. Puis moi, je viens d'une région, la Beauce, qui a 100 000 habitants. Saint-Georges-de-Beauce en a 30 000, 32 000. Je peux pas me cacher d'un ghetto de riches. Je peux pas envoyer mes enfants à l'école où ils se croiseront pas les autres. Il faut vivre ensemble. OK? Fait que c'est peut-être tout ça que vous observez comme différence en venant chez nous. C'est en tout cas effectivement très proche de ce que je ressens, cette communauté de destin. Voilà, j'allais dire cette communauté de destin qui fait que chacun est beaucoup plus proche et fait plus attention à l'autre. Voilà, je trouve où qu'il soit. Et c'est vrai que c'est quand même très très développé. Nos faux combats, si je suis bien renseigné, c'est un livre qui il a fallu 8 ans pour écrire. Et du coup, ça m'intéresse ça m'interroge sur le temps. Votre rapport au temps long, parce que moi j'y vois un manifeste aussi pour une autre société, avec une vraie vision de l'avenir, donc forcément quelque chose qui nous prolonge dans le temps long, ce qui est j'allais dire, contradiction, mais probablement volontaire et souhaité avec les temps actuels où tout doit se limiter à 140 caractères, où la moindre pseudo-vedette tout de suite je me fais un jugement, je ne devrais pas, mais personnalité en tout cas issue de YouTube et tout nous gratifie d'une autobiographie à peine 25 ans, et vous mettez 8 ans pour écrire un livre qui est pas un testament mais qui est une vision. Est-ce que comment vous êtes dans la société d'aujourd'hui, comment vous y sentez? Je me sens bien parce que j'ai 56 ans, j'ai des accès, j'ai des privilèges que je pense que j'ai en partie mérité, que j'ai travaillé pour. J'ai des amitiés, j'ai des belles connaissances, et je crois que j'ai dirigé ces choses-là, les privilèges que j'ai vers l'autre. Okay? Fait que je pense que tout ça, c'est un cercle vertueux qui te permet de continuer de le faire. Puis vous savez, j'avais un compte Facebook. J'ai plus de compte Facebook parce que ça a duré peut-être 8 mois. J'avais 500 amis, 500 faux amis, si vous voulez l'appeler de même. Mm-hmm. Et un jour, un collègue qui travaille dans l'atelier à Saint-Gédéon-de-Beauce me dit sur mon compte Facebook,
Hier soir, le contremaître m'a fait choquer. C'est pas le mot qu'il a utilisé, il m'a fait choquer. Puis, J'imagine bien le mot utilisé. Faudrait que tu interviennes parce que c'est toi le patron. Ça va prendre environ 10 secondes. J'ai dit ça, c'est fini. J'ai tout fermé, OK? Puis je suis jamais retourné. OK? Là, je vous dis ça parce que c'est un dialogue avec un collègue qui permet de trouver une solution. C'est pas un message anonyme. Dans le livre, je pense que j'ai plusieurs exemples, mais un jour, un organisme de Montréal questionne les ressources gouvernementales vers des villages qui vivent des périodes de dévitalisation. Okay? C'est un sujet immensément important. Okay? Qu'est-ce qu'on fait quand un village vit ça? Et le lendemain, 24 heures plus tard, parce qu'il faut bien dormir, mais 24 heures plus tard, politiciens, sociologues, journalistes dénoncent la violence du propos. Quelqu'un a pris 1 an pour y réfléchir, puis quelqu'un a pris 24 heures pour le détruire. Là, je me dis, elle a lieu où la réflexion? Il y a lieu où le recul? Il y a lieu où la rencontre avec l'autre? Il y a un chapitre sur les girouettes. Au Québec, par hasard, le mot girouette est devenu une insulte. OK? Comme si, à l'âge de 22 ans, il faut que tu fasses un testament de tes positions politiques, puis pour le reste de ta vie, on va te reprocher de dévier des positions que tu avais quand le monde n'était que ton nombril et 2 mètres autour de toi. OK? Fait que je dénonce pas, mais je tourne le regard vers le mérite de prendre du temps, de prendre les horizons, d'aller à la rencontre. Écoutez, aujourd'hui au Québec, là, en juillet 2021, en fait, au Canada, le sujet de l'heure, c'est les relations avec les peuples autochtones. Okay? Je ne sais pas si nos amis européens l'apprécient, mais c'est un sujet incroyablement important. Mais c'est un sujet vieux de 500 ans. Okay? Ça fait 500 ans. On ne le réglera pas en 2 semaines. Okay? Pour vraiment être capable d'avoir les réflexes, la posture, les structures politiques, les structures de communication pour adresser un problème d'un demi-millénaire. OK? Puis, j'ai rien contre... écoutez, je le dis gentiment, là. Il faut commémorer, il faut allumer un lampion, il faut mettre une bannière, il faut faire le mouvement de protestation. Mais la vraie transformation, elle a lieu ailleurs. Okay? Puis on dirait que c'est ça qu'on a perdu. C'est peut-être ça que notre relation avec le temps nous a enlevé. Oui, moi c'est un peu l'impression que j'ai eue, mais à savoir que l'époque est peut-être un petit peu plus dans la forme que dans le fond. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce genre de sujet, il est de bon ton de s'émouvoir. Puis une fois qu'on s'est ému, on peut passer à autre chose. Comme si le problème était réglé. Alors qu'effectivement, pour le coup, j'allais dire je me passionne. C'est vraiment pas le mot contenu, mais je m'intéresse énormément à toute cette histoire autochtone parce que c'est d'abord l'histoire du Québec et du Canada et de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qu'on découvre. Jean-Michel, c'est aussi l'histoire des Français. C'est aussi l'histoire des Anglais. Tu sais, c'est plus large que Chicoutimi, c'est mon histoire aussi. Et Trois-Rivières, là. Hein, c'est plus grand que ça. Oui, je suis bien d'accord. C'est aussi mon histoire, forcément. Donc je trouve ça effectivement à la fois très intéressant, mais oui, je suis assez d'accord. Ça me fait assez peur quand je vois que les avis devraient être, on va dire, fixes. Voilà. Et pour parler des girouettes, j'avais aussi prévu d'en parler. J'avais parlé de l'éloge des girouettes. Et effectivement, les girouettes, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Oh, un tel, c'est une girouette, il change d'habit comme de chemise. Et vous, dans le livre, vous en faites, d'une certaine manière, vous en faites l'éloge en expliquant ce sur quoi j'acquiesce complètement, mais ce qui me semble totalement anticonformiste. Voilà. Mais même si je suis d'accord que la capacité de quelqu'un à, si ce n'est changer d'avis, en tout cas à faire évoluer son avis, c'est quand même plutôt une preuve d'intelligence. Et c'est a priori la première des qualités qu'on devrait demander à ceux qui nous dirigent,
être capable de changer d'avis si au final c'est pour le bien de tout le monde? Bon, pour réaction, les structures politiques, il y a deux choses. L'humain a déjà de la difficulté à revisiter ses positions. Un humain seul, là, en l'absence d'intervention externe, un humain dans une structure politique a encore plus de difficultés à revisiter ses positions. Okay? Parce que la politique, elle est basée sur un programme de parti, sur une certaine idéologie. On représente des gens, comme on ne peut pas prévoir comment ils vont évoluer dans leur pensée, on la fixe dans le temps. Voici la pensée des gens que je représente. On peut pas déplaire, parce que quelqu'un m'a déjà dit en politique, ton ennemi est devant toi, ton adversaire est à côté. Ça fait que on n'ose pas parler parce que tout ce qu'on dit est répété 1000 fois. Fait que on est mené par des gens, je crois, bien intentionnés, mais qui sont dans une situation qui rend tout changement d'opinion difficile. Dans un monde qui évolue rapidement, technologiquement, médicalement, socialement. Fait que quand ça évolue rapidement, il faut savoir s'adapter. Fait que le chapitre sur les girouettes, c'était pour souligner le courage de ceux qui disent « je pense que le vent tourne » et qui ont un mécanisme qui permet de refléter ça. Okay? Dieu merci, ça existe. Hein? Ah oui, ça existe, mais pour le coup, est-ce que c'est peut-être, puisque je cherche à comprendre le Québec, est-ce que c'est peut-être pas encore plus compliqué au Québec d'ailleurs qu'ailleurs que d'assumer ces changements d'opinion, parce que l'une des, enfin, j'y viens souvent d'ailleurs, c'est marrant, la dernière émission s'appelait Hostile Consensus, mais l'un des points principaux de l'identité québécoise, c'est cette recherche du consensus. Voilà. Qui revient souvent à l'idée de ne pas déplaire, pas de chicane dans la cabane, comme on dit. Du coup, peut-être encore plus compliqué. Je pense que c'est compliqué partout dans le monde, hein. Mais pourquoi en France, je le vois bien. Mais c'est peut-être encore plus compliqué ici de s'autoriser à faire évoluer son opinion, et changer son avis. J'avais envie de dire, puis c'est peut-être hors contexte, mais j'admire la capacité des Français de s'engueuler amicalement. C'est comme, c'est vrai. On ne met pas, la relation n'est pas en risque parce que on est temporairement pas gentil. Okay? Au Québec, on a tendance à, moi personnellement, je n'aime pas un conflit qui pourrait mettre à risque une relation. Ça semble idiot. Okay? Ça semble que le débat doit s'élever au bon niveau pour qu'il y ait lieu. Puis parfois le niveau, il est intense. Je le sais pas. Peut-être que mon regard est trop québécois pour apprécier le besoin de consensus que nous avons. En fait, c'est drôle. En écrivant ce livre-là, j'ai l'impression de sortir des rangs un petit peu. Okay? Parce que l'entrepreneur, écoute, ça va bien chez Canam, on vit des belles années. Imaginez qu'on vit des années difficiles. Ça prendrait environ 30 secondes pour que quelqu'un dise « Hey, toi, là, tu vas pas t'occuper de tes affaires au lieu d'écrire un livre. » là. Puis, Dieu merci, c'est pas de la poésie, mais c'est comme sortir des rangs, sortir d'une identité, c'est pas facile. L'entrepreneur entreprend, le peintre il peint, le chanteur il chante, puis tout le monde restait tranquille. Okay? Fait que j'ai l'impression que déplaire, c'est pas le bon mot. Mais je saute par-dessus une clôture pour aller rédiger un manuscrit. Puis ça m'a fait du bien. Okay? Mais c'était pas gentil. En fait, mes proches n'écouteront pas ce podcast, j'en suis convaincu. Mais les commentaires que je reçois du livre, les centaines de commentaires que je reçois ne viennent pas de gens proches de moi. Ils viennent pas de mes frères et sœurs. Je te le dis, là, ils viennent pas de mes cousins, ils viennent pas de mes amis proches, ils viennent de parfaits étrangers. C'est comme si ma garde rapprochée, elle dit « Ah, il doit être en dépression. »
C'est vrai qu'il y a une prise de risque dingue parce que l'exemple que vous venez de donner, c'est si ça marchait pas, on me dirait bah, qu'est-ce que tu perds comme temps à écrire un bouquin, tu ferais mieux de t'occuper de ta boîte. Ok, on vous dirait aussi ouais c'est sympa hein, vos idées humanistes et tout là, réconcilier la bienveillance et tout, mais il faudrait peut-être mieux t'occuper de la performance. Mais il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque qui est que je trouve très très assumée. J'ai illustré le livre, Jean-Michel. OK, là, le bon mot, c'est pas dessiner, mais j'ai pris le risque de prendre un crayon puis de dire voici l'image qui sort de mon cœur, de ma tête quand je pense au sujet dont je vais vous parler. Fait que j'ai fait des dessins. Imaginez, j'ai 56 ans, j'ai dessiné. Okay? Mais c'est correct, je me sens bien. Oui, bah, alors malheureusement, l'entretien n'est pas en vidéo, mais vous verrez, vous irez sur le site, vous avez la couverture du livre. Je vous laisse la découvrir et juste préciser que et c'est bien mis dans les crédits, c'est sur inspiration de Madame. Mm-hmm. C'est quand même chouette. Et justement, la famille, ça fait parfaitement bien la transition parce que c'est pareil dans ce livre. Dont je disais tout à l'heure, qui est pour moi qui est une vision, qui est assez disruptif et qui s'inscrit sur le temps long. Il y a aussi tout un rapport à la famille tout court, à la famille par rapport à l'entreprise, et les deux, dans le cas de Marc Dutil, sont quand même intimement liés puisque vous avez repris les rênes de la société après votre père. Il y a un passage, moi, que j'ai trouvé tordant, vraiment tordant dans le livre, qui montre à quel point c'est pas facile de reprendre la suite après quelqu'un qui a été couronné de succès, qui a incarné la société et qui continue à l'incarner, qui continue à être son père. Il faut trouver sa place. Et il y a des combats qui n'en sont pas et qu'il faut accepter de perdre, y compris sur de la peinture. C'est très impressionnant et tout de suite on switch parce que il y a la famille d'avant et il y a la famille de devant avec notamment les 5 enfants et tout ce qui est dit par rapport à ces enfants dont Joseph dont on parlera peut-être à part, mais ce qui est dit par rapport aux enfants sur leur droit à la société ou leur non-droit à la société, à la succession et le rapport à l'égalité. Là aussi, il y a une phrase, alors je sais pas si elle était dans le livre ou si je l'ai entendue dans une interview à Radio-Canada, mais en gros c'était l'égalité, pour moi, ce n'est pas donner la même chose divisé en 5 pour chacun des enfants. Et alors ça aussi c'est assez disruptif et j'aimerais bien vous entendre sur cette notion d'égalité. C'est pas dans le livre. Mais en fait, je perds beaucoup d'énergie à corriger les gens. Le bon mot pour moi, il est important. Puis le bon mot, c'est pas l'égalité. Ok, c'est impossible. C'est impossible. Puis j'ai 5 enfants. On en parlera tantôt. Ils sont tous différents. Tous. Ok. Puis je crois que c'est paresseux de dire papa a 5 $, vous en avez maintenant un chaque. OK? Puis ne venez pas me blâmer de ne pas avoir été juste. OK? Bonne chance. Il faut que je reconnaisse que la plus vieille, le deuxième, le quatrième et le cinquième ont une relation avec l'argent, le temps, l'effort, ils sont tous différents. Le quatrième, Joseph, je vais dire, Joseph, je sais que tu comprends pas, mais papa va garder ton dollar. Puis quand tu vas en avoir de besoin, tu manqueras jamais de rien. Puis Joseph, il va dire, je peux avoir plus de lait, s'il vous plaît. C'est traiter Joseph équitablement de faire ça. OK? Puis évidemment, faut regarder le cadre de millions de personnes qui vivent ensemble. OK? Les gens qui disent vive l'égalité, quand j'ai pas peur du débat, OK? Quand j'ai le débat avec eux, ils disent, ben non, Marc, on veut pas dire égal. On dit égal, mais c'est pas ça qu'on veut dire. J'ai dit, pourrais-tu dire le vrai mot? Le vrai mot, c'est équitable.
Ah, mais là, le monde n'y comprendront pas, c'est trop compliqué. Trop complexe. Mais égal, c'est la colère parce que l'autre a deux chèvres, puis moi j'en ai juste une. C'est la colère parce que l'autre, il est beau, moi je suis pas beau. C'est la colère parce que l'autre, sa fille, elle joue du piano, puis la mienne, elle joue pas du piano. Chaque fois qu'on voit l'inégalité, on devient en colère parce que c'est ça qu'on nous avait promis. OK? C'est ça mon propos. Ça prend des heures, on a des minutes ensemble. Okay? Mais je pense que les gens comprennent que les politiciens, comme les parents, l'égalité, c'est une notion beaucoup plus simple à administrer. Tout le monde est égal. Et si vous avez une exception, remplissez le formulaire 32, puis on verra bien. Okay? C'est compliqué gérer l'inégalité, la différence. C'est pour ça que dans le livre, un des propos que j'ai, c'est que le mot citoyen, on s'appelle pas des paysans en passant, on s'appelle des citoyens, parce que puis l'origine, c'est le mot cité. C'est dans des communautés qu'est née la démocratie. C'est dans des communautés qui sont aujourd'hui des petits villages dans nos sociétés. 40, 50 000 habitants. C'est là que la représentation publique est née. Puis aujourd'hui, on essaye d'appliquer ces principes-là à des millions d'individus qui ne se connaissent pas, qui ne se reconnaissent pas. Puis la seule façon de l'appliquer, c'est l'égalité. Dans mon quartier, quand la COVID a commencé, il y a peut-être 40 maisons dans mon quartier. Mon épouse a dit, bon, ben, les 3 madames qui vivent là, puis le monsieur qui vit là, à 75 ans, ils peuvent pas aller à l'épicerie. Je vais les appeler pour voir s'ils veulent que j'aille à l'épicerie pour eux. C'est pas injuste envers les 36 autres qui peuvent aller à l'épicerie. C'est reconnaître la différence. C'est dans la différence qu'une société vit ensemble. Fait que, c'est un long sujet. OK? Mais c'est ça que je veux dire. C'est un long sujet, mais c'est un sujet absolument passionnant. Et le meilleur argument que vous avez cité pour moi, le meilleur argument, c'est le contre-argument. C'est-à-dire que vouloir absolument avoir un monde égal crée énormément de colère lorsqu'on constate des inégalités. Et alors pour moi, Français, qui il y a encore un an était à Paris, après tous les événements qu'on a connus, dont les gilets jaunes, toute cette colère, et qui était, pour beaucoup, je trouve, exactement cette résultante. On m'a promis un monde égal, et bah merde, il est pas égal, quoi. Mon voisin, il a une voiture que je ne pourrais peut-être jamais me payer. Il y avait de l'inégalité, il y avait beaucoup de colère, et c'est vrai que vouloir remettre le bon mot à la bonne place, c'est Camus, je crois, qui disait mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Bah voilà, on est en plein dedans. Je trouve que c'est vraiment une super belle ambition. Dernier point sur un côté politique. Je lisais dans le livre, vous n'êtes pas capable aujourd'hui de savoir, et pour un grand entrepreneur, un grand capitaine d'industrie, ça marche surprendre plus d'un, vous n'êtes pas capable aujourd'hui de dire si vous êtes de droite ou si vous êtes de gauche. Ça m'a d'autant plus surpris. Alors au début, ça m'a surpris, et après j'ai enregistré une émission avec Jean-Charles Panton sur la politique québécoise, et qui me disait, bon ici Jean-Michel, c'est normal que tu comprennes pas, parce que globalement tout le monde est au centre. Ça aussi, ça doit... au centre, là, c'est pas être immobile au centre. C'est que la somme de toutes les positions qu'on prend, divisée par le nombre de positions, finit au centre. Mais parfois, on va en marge à gauche complètement. Parfois, on va à droite. Puis on se promène sans prétention qu'il faut être immobile dans un point sur le spectre. OK? Puis moi, la définition de gauche et droite, là, c'est le commun et l'individu. Là. Évidemment, c'est les deux mots. Parfois, il faut être très individuel dans certaines choses. Parfois, il faut viser le bien commun. Le Québec, en Amérique du Nord, il y a un indice, là, j'oublie le nom, là, je pense que c'est BRICS ou quelque chose. Là, c'est la somme de quelque chose divisé par un autre. Nous sommes la société la plus égalitaire.
en Amérique du Nord. Tous les États, provinces confondus. C'est pas parfait, mais il y a beaucoup de redistribution, qui est un concept plus de gauche. Mais il y a beaucoup d'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'ambition personnelle, il y a beaucoup d'exceptions, qui est peut-être un concept plus de droite. Fait que, en fait, je sais que je suis les deux. OK? C'est ça. Je sais que je suis les deux. C'est ça que je voulais entendre. C'est qu'en fait, vous êtes des deux, ce qui est probablement le cas de beaucoup, et à chaque fois dans cette dualité, c'est la dualité qu'on retrouvait dans le sous-titre du livre. Performance et bienveillance. Voilà, on est, ou en tout cas, le livre prône cette idée qu'il faut être forcément des deux. Et Jean-Michel, tu vas me laisser une seconde de plus, là. Oh, même 10. L'humain, selon moi, là, l'humain admire le fou, admire l'individu, admire le combattant. L'exemple que j'utilise des fois à l'école d'entrepreneurship, quand les gens me disent où trouves-tu l'équilibre, Marc, dans cette vie si occupée? J'ai dit, écoutez, vous avez le privilège d'être aux Jeux olympiques. Vous avez le billet pour la finale du marathon. Fait que vous êtes dans un stade avec 100 000 personnes. Il y a un écran géant qui montre les marathoniens qui s'en viennent dans la rue, puis ils sont à 12 minutes, 11 minutes, 9 minutes, 8 minutes de rentrer dans le stade. On se lève debout, on crie. Il y en a 3 qui arrivent. C'est le sprint final pour la médaille d'or. Okay, en québécois, je dirais des gros mots, mais je me fous de la nationalité. Je suis debout et je pleure. OK? Parce qu'il y a une émotion, le dépassement, la bataille, le rêve, ça m'émue, ça vient me chercher, ça lève 100 000 personnes et les millions qui regardent à la télé. OK? Le marathonien zen qui dit « Ah, je ne l'ai pas trop stressé aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça en 2h15, puis j'ai été gentil d'ailleurs, je n'ai laissé dépasser 2. C'est pas la place de la bienveillance. L'équilibre entre la bienveillance et la performance, c'est pas un pudding à la vanille où tout est mélangé. C'est la cohabitation de deux choses et les deux extrêmes nous émeuent. Quand même, on a un bureau à Calcutta. J'ai visité le lieu de Mère Teresa, j'ai vu l'orphelinat, j'ai été aussi ému que j'avais été à la finale du marathon. OK? Mais la cohabitation des deux, c'est être capable d'être autant humain aux deux extrêmes, dans le dépassement, dans l'individualisme, dans la bataille, puis dans le don de soi presque inimaginable. C'est être capable de vibrer par ces deux choses-là. L'humain étant le point commun entre les deux extrêmes. Mère Teresa fera pas le marathon, puis le marathonien ira pas donner sa vie à Calcutta. Mais nous sommes ces deux personnes-là. C'est en nous ces deux choses-là. Encore faut-il les cultiver. Parmi les choses à cultiver et parmi les choses très tendance et d'actualité en ce moment, dans cette idée de réconciliation, il y a la réconciliation entre l'économie, évidemment, et l'écologie. J'ai eu l'impression, alors qu'il y avait évidemment, c'est à la fois un sujet global, hein, Greta Thunberg est maintenant l'une des personnalités les plus connues au monde. C'est un vrai sujet, mais en lisant, il y avait un côté dans le livre, j'ai trouvé, alors c'est plus un ressenti entre guillemets, très terrien. C'est-à-dire que, oui, et on va venir avec ce rapport à la bourse, à la terre, au territoire, à l'enracinement d'une société au sens commercial sur le territoire, et ce rapport, et là où on est au Québec, franchement, difficile de passer plus de 2 semaines au Québec sans que l'écologie, même si vous y étiez complètement hermétique avant, vous vienne un petit peu en tête, parce que le moindre paysage est un appel à la question écologique. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les deux, parce que moi, de mon point de vue, je vois beaucoup de gens qui ont essayé et qui se sont cassés les dents devant ce schisme économie-écologie. Ah,
Ça me semble idiot de trouver ça simple, parce que si c'était simple, on n'en serait pas ici, là. Mais selon moi, okay, dans le livre, j'essaye de faire un parallèle entre sœurs économes et sœurs écologues. Okay, là, je ne sais pas si en France, l'image du Ça marche parfait. des sœurs, ça marche pas, là. Mais sœur économe, c'est la deuxième plus importante après sœur supérieure, après mère supérieure. Sœur économe, c'est elle qui contrôle, OK? Puis l'économie, selon moi, qui est le cousin de sœur économe, c'est pas de gaspiller, c'est pas de passer droite, c'est de limiter, c'est de préserver. L'entreprise où je travaille, Canam, quelle récompense aurait la personne qui nous aide à réduire la consommation énergétique? Quelle récompense aurait la personne qui réduit les rebuts? C'est pas d'augmenter que nous voulons, c'est de diminuer. OK? En 1960, 1970, la tonne d'acier que nous consommons a un prix. Les boulons, la peinture, le transport, le mazout, l'heure d'un homme ou d'une femme qui travaille, c'est des éléments qui coûtent quelque chose. Puis l'économie, c'est pas un diable qui veut la fin de la planète Terre. C'est une grosse calculatrice. Sans âme. OK? Les chiffres rentrent, les chiffres sortent. Si ça coûte cher, j'en veux moins. Si ça amène des profits, j'en veux plus. Et on a oublié d'introduire les coûts du bien commun, qui est la nature, l'air, l'eau, les polluants. Ça ne coûtait rien. Fait que la calculatrice, elle voyait des zéros. Puis j'ai l'impression qu'on est dans un virage qui a commencé il y a 15-20 ans, qui va se poursuivre encore pour quelques décennies, où le calculateur économique va dire, sais-tu quoi, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit polluer, c'est pas gratuit consommer de l'eau, c'est pas gratuit consommer de l'énergie, c'est pas gratuit émettre des gaz à effet de serre, c'est pas gratuit prendre un terrain agricole pour en faire un stationnement avec du pavé. J'ai l'impression que la machine va apprendre à reconnaître le coût de choses, parce que là nos politiciens vont devoir dire ça suffit. Okay? Et j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. Le parallèle que je fais dans le livre, dans une seule petite phrase, mais qui est très, très importante pour moi, c'est que vous savez, il y a 50 ans, la santé-sécurité, c'est une statistique. Il est mort un gars à l'usine, on a coupé un orteil, le travailleur est sourd, puis il s'est contaminé les poumons dans la mine d'amiante. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, ça suffit. Ça va coûter une fortune si vous blessez des gens. Vous serez responsable des décennies plus tard si vous avez été négligent. La prison si c'est de la négligence criminelle. Ils ont introduit dans le système le coût. C'est quoi le coût réel de la vie humaine, d'une blessure, d'une perte de membre? Puis aujourd'hui, c'est un incontournable. Je suis convaincu que nos enfants, nos systèmes, nos lois vont diriger la machine économique pour qu'elle attribue la vraie valeur à l'environnement. OK? L'enjeu, c'est qu'il faut l'orchestrer d'une façon relativement universelle, OK? Parce que l'entreprise française ou québécoise compétitionne contre une entreprise mexicaine ou africaine ou de l'Asie, puis on veut se soumettre un peu tous au même nom, mais ça va venir. J'ai le défaut d'être un optimiste. On va y arriver. C'est quand même un bon défaut. J'ai l'impression que cet œil très, pas l'optimisme, mais l'œil très, très ouvert, très aguerri justement sur ces questions très, très humanistes au final par l'économie ou même par ce qui était dit, parce que même si ça parle d'un autre temps sur la santé-sécurité, mais c'est très lié au fait que j'ai face à moi un entrepreneur bosseron, donc, et qui, comme il le disait tout à l'heure, peut difficilement se planquer. C'est-à-dire que, voilà, quand il va faire son marché, il va croiser
il va croiser les autres, il vit pas dans une tour d'ivoire, contrairement à ce qui peut se faire en France, très impliqué dans la vie locale. Et ça, c'est l'autre partie qui m'a vraiment beaucoup plu dans le livre. C'est ce rapport à ce que doit être une société. Moi, je sais que dans une autre vie, j'ai travaillé pour une société coréenne. Et j'avais été assez surpris que le mot société en Corée prend une toute autre dimension. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est la société. En l'occurrence, l'entreprise pour laquelle je travaillais se faisait fort aussi de financer des écoles, des entreprises, plein d'activités pour le bien de la collectivité. Mais c'est quelque chose que j'avais retrouvé, j'allais dire grosso modo nulle part ailleurs, si ce n'est par l'intermédiaire de quelques fondations où, on vise le bien commun, mais il se trouve que à côté de ça, ça nous permet de faire 2-3 économies d'impôts. Donc du coup, voilà. C'est pas du tout ce que j'ai senti dans le livre. J'ai senti dans le livre qu'il y avait une responsabilité morale, et plus que morale, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité presque d'humain à ancrer fortement nos entreprises, et celles qui feront l'avenir, dans un milieu local. Et en l'occurrence, la Beauce, dont effectivement j'ai beaucoup entendu parler depuis que je suis au Québec, comme étant, j'allais dire, une petite pépite économique. Et j'aimerais bien comprendre quel est véritablement cet ancrage que peut avoir, en l'occurrence, Canam. Dans la Beauce, Canam, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une énorme société, et aujourd'hui, le siège social est toujours en Beauce, à Saint-Georges, et à ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est pas demain la veille que ça va changer. Je vis encore dans la maison de l'arrière-grand-père. Ça veut que je vais être ici pour un petit bout de temps. Mais vous savez, les transactions sont jamais à sens unique. Hein? L'entreprise, ses dirigeants qui donnent au milieu. Puis oui, il y a des crédits d'impôt, mais on donne quand même. Okay? C'est pas une obligation de donner, c'est un choix. Mais la société, en contrepartie, donne du sens. OK? Parce que la grande pénurie que j'observe chez les entrepreneurs aujourd'hui, on parlera de l'école d'entrepreneurship tantôt, mais c'est le sens. J'ai eu du succès, j'ai quelques sous, je n'ai plus de préoccupations financières. C'est quoi le sens de tout ça? Et quand il y a 2 programmes à l'école d'entrepreneurship, le programme senior, les gens ont en moyenne entre 40 et 50 ans. On exige que dans leur parcours de 2 ans, ils entreprennent ensemble une démarche communautaire. Ils doivent poser un geste d'impact sur une communauté du Québec. Okay? C'est souvent les enfants handicapés, la santé, l'école, l'éducation, mais ils doivent faire ça. Puis, au début, ils nous disaient, ouais, mais j'ai payé une fortune pour venir à cette école-ci. C'est pas pour redonner ailleurs, c'est pour en faire plus. Puis nous, on leur dit, quand on regarde le chemin de gens qui ont réussi, puis réussir, c'est pas l'accumulation d'eux, c'est être bien. Ceux qui sont bien, ils ont équilibré recevoir et donner. Fait qu'on on va vous y faire goûter. Vous n'êtes pas obligé d'en manger pour le reste de votre vie, mais vous allez en manger pour les prochains 2 ans. Et les gestes philanthropiques des gradués de l'école d'entrepreneurship augmentent je vais dire un chiffre là, de 100%. Okay? Parce que c'est le sens qui est donné en retour. Okay? L'accumulation, ça donne pas grand-chose là, si tu vois pas l'impact autour de toi. Fait que je dirais que c'est ça. Puis quand j'ai la chance, là, ici, je regarde par la fenêtre, là, je vois où je vis. OK? Je le vois l'impact. Si j'étais dans une tour à bureau à Paris ou à New York, même à Montréal, tout ce que je vois par la fenêtre, c'est d'autres tours à bureau. Mmh. Ça devient peut-être plus difficile de voir le sens. Ouais, forcément, c'est sûr que ça aide. Cette école d'entrepreneurship de Beauce dont on a parlé à plusieurs reprises, alors ça aussi, cette volonté de l'inscrire en Beauce. Parce que, pareil, je pense que sur un plan, j'allais dire purement
économique, enfin tel que je l'aurais vu moi, je me serais dit, si je veux ouvrir une école aujourd'hui, qui plus est une école tournée vers l'entrepreneuriat, je vais vraiment me rapprocher des centres économiques du Québec. Donc je vais la mettre à Montréal, je vais éventuellement la mettre à Québec parce qu'en plus c'est la capitale nationale. Et non, cette école, elle est en Beauce. Pour aller sur de nombreux profils Facebook, on la retrouve beaucoup. Voilà, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Est-ce que c'est lié aussi à une volonté de faire découvrir ce territoire-là? Une notion de fierté, peut-être. OK, il n'y a pas d'objectif touristique. Et là, on va éliminer le mot touristique. Vous savez, une école, Jean-Michel, c'est un lieu, il y a un campus, il y a un terrain, mais une école, c'est une façon d'être. OK, l'école c'est pas simplement un bâtiment. Puis l'école d'entrepreneurship de la Beauce, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être en société, une façon d'être ensemble, c'est une façon d'avoir le courage de demander de l'aide, c'est une façon d'avoir le courage d'en donner. Et en Beauce, elle est observable, cette énergie-là. Okay? En fait, la naissance de l'école d'entrepreneurship de Beauce est née il y a une douzaine d'années. Dans ma région, j'ai dit, bon, j'ai besoin de quelques sous. Et j'ai ramassé 3,3 millions de dollars dans une population de moins de 100 000 personnes. C'est une division facile. C'est comme si, en moyenne, tout le monde me donnait 35 dollars. Et vous essayerez ça à Montréal. OK? Puis, quand j'ai été voir des entrepreneurs à succès ici, le plus grand fabricant de portes de garage, pas obligé d'être sexy, là. Plus grand fabricant de planchers de bois franc, plus grand fabricant de remorques, plus grand fabricant de data, j'ai dit, accepterais-tu de venir partager gratuitement? Et j'ai pas les moyens de te payer, mais gratuitement, accepterais-tu de partager le chemin de ta vie? OK? Puis les choses que tu aurais aimé savoir, puis les leçons les plus précieuses pour toi. Fait que j'ai ramassé des sous, j'ai ramassé des bénévoles. Je crois pas on aurait pu mettre ça au monde. Je crois pas que l'esprit, okay, puis terreau dans un sens esprit, je crois pas qu'il aurait pu le recevoir. OK? Ça fait que je t'invite à venir nous visiter un jour. Ah, mais je vais venir. Assez rapidement. En fait, on me dispute parce que je le fais trop souvent, mais je t'offre un 24 heures. Je t'offre un 24 heures d'immersion à l'école d'entrepreneurship de Beauce pour peut-être une deuxième version de l'échange qu'on a aujourd'hui. Ah bah, alors, avec grand plaisir. Ça faisait partie de mes questions finales. Alors, non pas de me faire offrir un truc, mais de savoir ce que je devais faire quand j'allais venir en Beauce, parce que je vais venir en Beauce, ça c'est sûr. Et je prends. Alors là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour rester sur la Beauce et pour toujours essayer de comprendre la Beauce, il y a quelque chose qui est dit qui est assez fort dans le livre et qui est assez juste, je trouve. Par exemple, moi, j'habite actuellement en Montérégie. Alors évidemment, j'ai pas la culture de la Montérégie, tout ça et tout, mais j'ai rencontré absolument personne jusqu'ici qui m'a dit moi, je suis de la Montérégie. De la même manière que il y a plein de régions administratives ou autres que j'ai entendu personne les revendiquer comme étant une fierté. Or, toute personne qui vient de la Beauce ou qui y a emménagé le précise et le revendique. Et j'ai une idée très précise en l'occurrence, c'est une publicité d'un acteur, Peter MacLeod, je crois, qui est des origines irlandaises, qui vient de se lancer dans la pizza, parce que ici, oui, on peut être un grand comique, se lancer dans la pizza et ça passe, ça passe normal, et qui, dans son spot publicitaire, revendique le fait qu'il est beauceron. C'est quoi être beauceron? Qu'est-ce qui fait qu'on est si fier de cette terre? C'est drôle. Quand l'école a été lancée, en fait, première classe en septembre 2010. Mais environ 2 ans auparavant, on commençait à y rêver, là, à faire les plans.
Puis je me suis retrouvé devant 400 personnes ici à Saint-Georges, le conseil économique de Beauce, là, des gens d'affaires du coin. Puis là, j'ai dit, écoutez, là, j'ai une drôle d'idée. Et puis j'ai demandé 5 minutes devant l'audience, ils me l'ont accordé. J'ai dit, écoutez, on a une rivière pas navigable, des champs pleins de cailloux, des mines qui n'ont pas de minerais, il n'y a pas de gros employeurs, on est limitrophe de l'État du Maine où il y a plus d'orignaux que de population. Il n'y a rien qui nous prédestine à une richesse collective forte, mais pourtant nous l'avons. Fait que j'ai dit, on a quelque chose à enseigner. Nous allons partir une école pour le partager. C'est nous de partager ce chemin qu'on a fait ensemble. Puis ça a été bien accueilli. J'ai ramassé des sous et des appuis. Puis quand on vient, tu sais, les gens, là, c'est drôle, hein? Les gens de Montréal, ils doivent dire, là, j'ai beaucoup d'amis à Montréal, ils sont gentils, j'adore leur club de hockey d'ailleurs. Et là, c'est une grande passion. Mais quand on pense à la région, puis là, la Beauce, mais il y en a d'autres, quand on pense à la région, on dit, ah, c'est petit. Les horizons sont peut-être limités, on fait quoi le vendredi soir, OK? Mais quand tu viens de Saint-Georges, qui a 30 000 habitants, puis tu as un minimum d'ambition, tu dois forcément regarder ailleurs. Tu dois forcément dire, bon, mais mon grand commerce, il va falloir que j'aille voir les Américains, il faut que je regarde ce qui se passe en Europe, il faut que je m'inspire. La masse critique économique, culturelle, comme elle n'est pas chez toi, mais tu as un réflexe d'aller voir ailleurs, OK? Puis t'en inspirer. Puis les régions ont parfois une richesse que les gens ne soupçonnent pas. Quand tu es dans une grande ville, puis on tirera la ligne, c'est quoi une grande ville? Ben, tu as peut-être l'illusion d'être autosuffisant. Je sais quoi faire le vendredi soir, je peux monter un commerce intéressant puis avoir un peu de succès à l'intérieur des enseignes de ma ville. OK? Elle me suffit. Moi, je vis dans une région qui ne nous suffit pas économiquement. Il faut forcément regarder ailleurs. Et regarder ailleurs, c'est une source de création de richesse. Ça fait que moi, je nous vois... on est très grand en Beauce. On est peut-être petit, mais on est grand aussi. C'est beau cette idée de se dire que parce que justement on est petit, on est obligé d'aller voir ailleurs. Aller voir, ça veut pas dire partir, c'est juste aller voir ailleurs. Et est-ce que c'est aussi pour ça que dans le livre, l'une de vos recommandations fortes pour l'avenir du Québec, c'est d'augmenter le nombre d'immigrés accueillis chaque année? Alors évidemment, ça me concerne directement, même si moi je suis déjà arrivé. Mais voilà, la différence, s'enrichir de la différence, tout en cultivant, s'enrichir de la différence, tout en cultivant son identité. C'est souvent quelque chose là aussi d'antinomique parmi toutes les choses qu'il y a dans le livre qui peuvent paraître contradictoires au départ, et en lisant après on se rend compte que non, il n'y a pas de contradiction. Mais en voilà dans le monde entier, souvent ceux qui sont les garants ou qui s'autoproclament comme étant les garants, les gardiens d'une culture locale, nationale, sont souvent ceux aussi qui sont le plus fermés, le plus réfractaires à toute ouverture, en disant non, on va surtout pas nous diluer. Et là, le discours est exactement l'inverse. C'est aucune question de dissolution, plutôt une question d'enrichissement. J'aimerais bien entendre quelques mots là-dessus. Bon, ben, ceux qui veulent retourner à leurs racines, ben, on va vous enlever le poivre et les épices et le sucre et le rhum. On va vous priver de tout ce qui vient d'ailleurs dans votre cuisine. OK? Plus de spaghettis, plus de sauce thaï et de sauce aux huîtres chinoises. OK? Vous savez, c'est idiot. Je veux manger ce qu'ils ont inventé ailleurs, je veux le goûter dans ma recette, mais je veux surtout pas vous voir la face. C'est... je sais pas. Peut-être je suis bien. Peut-être je suis bien. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. J'ai pas de complexe. Puis je sais qu'on vient tous d'ailleurs. Et nous venons tous d'ailleurs. Ah oui.
peut-être que les Français, vous avez un zéro de plus là, dans votre enracinement. Mais nous, les Québécois, ça fait les vieux 400 ans, les jeunes 50 ans, mais on vient tous d'ailleurs. OK? Fait que comment prétendre que mon 250 ans de mon ancêtre Joseph qui est arrivé de je sais pas trop où, pourquoi lui, tu sais? Puis dans le livre, je parle en fait, c'est un ricochet incroyable, là, mais de père japonais qui s'en va en Argentine, qui finit au Paraguay, qui envoie ses enfants à Boston, puis ça devient mon copain, puis là, il est à Québec avec un dealership Toyota. OK? La, la vie, elle est comme ça. OK? Puis, je sais pas. Je... Quels pays sont les plus ouverts sur le monde? L'Amérique d'il y a 50 ans. Ça lui a certainement pas nuit. OK? A priori, ouais, ça lui a plutôt bien Et réussi. l'Amérique des derniers 10 ans, elle vit quelque chose de plus difficile. OK? Puis c'est sûr que il y a des dimensions plus identitaires comme la religion. Il y a des dimensions tu sais, au Québec, moi, j'ai eu une grande surprise à 15 ans. J'ai réalisé qu'il y avait des gens qui n'étaient pas catholiques. Hein? Au Québec, il y a un clocher d'église. Il n'y a pas 50 églises comme aux États-Unis, là, de First Mm. Presbyterian, puis Unitarian, puis nous autres, il y a une unicité religieuse. Fait qu'on est un peu plus surpris de voir d'autres religions. OK? Mais Mais mes amis, les Premières Nations, ils étaient pas moins surpris de nous voir arriver. Hein? Oui, je pense que, ouais, c'est sûr. Fait, écoute, Jean-Michel, c'est un sujet trop important pour de transformer en blague, là, mais je crois que on est enrichi par l'arrivée de gens qui complètent des choses. Puis parfois, l'immigrante qu'on voit, ben voyons l'enfant aussi. Voyons les petits-enfants, voyons toute l'expérience. On vit dans un monde relativement prospère. Puis je le dis pas de façon biologique, là, mais c'est bien d'avoir parmi soi des gens qui ont encore faim. OK? Qui sont nourris d'une ambition qui peut-être dépasse l'ambition des gens qui sont devenus confortables. C'est bien d'avoir chez soi des gens qui ont une ambition d'être ailleurs. OK? C'est de la belle énergie, ça. De l'énergie gratuite, d'ailleurs. Ouais, c'est de l'énergie gratuite. En tout cas, moi, je vais donner juste pas mon sentiment, mais qui revient même d'ailleurs, mais mon expérience personnelle, puisque je suis quelqu'un qui a décidé, avec toute sa famille, de faire 6000 kilomètres pour aller côtoyer d'autres personnes, d'autres cultures. Et avec ce podcast, j'essaye de la découvrir et de mieux la comprendre. Et ça va faire bientôt, au moment où on enregistre ce podcast, presque 1 an jour pour jour que je suis arrivé au Québec. Et je me sens infiniment plus riche que quand je suis arrivé. Vraiment, sincèrement, et sans flagornerie. Ça corrobore exactement soi sur le fait que nos différences ne doivent pas nous séparer, doivent nous enrichir, parce que dès qu'on les laisse parler, c'est elles qui font que le monde est beau et que c'est chouette d'être au Québec avec toutes ces personnalités, toutes ces cultures différentes. On a parlé des Premières Nations et ainsi de suite. Cette émission aurait pu faire au moins 3 heures. On est à 1 heure. J'avais promis de faire court. J'ai déjà pas mal dépassé. Marc, un énorme merci. Il me reste 2 questions. Mm-hmm. La première question, dans cette idée de continuer mes balados pour comprendre la culture du Québec, comprendre la société québécoise et comprendre le Québec tout court, quel serait le ou la personnalité que vous me recommanderiez à recevoir derrière ce micro? La première, c'est une graduée de l'école d'entrepreneurship. C'est une femme d'affaires. C'est une femme issue de la communauté autochtone de Mastoyache. Je pense que ça vaudrait la peine de parler à Mélanie Paul. Okay? Mélanie qui est en train
En fait, je vais la laisser raconter son histoire. Fait que ma recommandation, ça serait Mélanie Paul. Noté. Puis aussi, j'ai pas bien regardé toute la liste de vos podcasts, Jean-Michel, mais il y a des gens très dynamiques dans la communauté anglaise en affaires au Québec. La famille Molson. Mm-hmm. Il y en a d'autres aussi, mais je m'aventurais du côté anglophone. Il y a une belle richesse culturelle, historique avec la communauté anglophone de Montréal en affaires. Je pense que ça vaudrait la peine parce que peut-être que les Français regardent le Québec de manière assez homogène au niveau linguistique. Puis il y a quand même, j'allais dire italienne aussi, là, mais je commencerai par peut-être quelqu'un de la communauté anglophone de Montréal. Oui, puis la communauté italienne, depuis qu'ils sont champions d'Europe, là en ce moment, je pense qu'ils ils sont encore en train de faire la fête. Donc, excellent conseil. Merci beaucoup. Ma deuxième question, je vais venir en Beauce. Évidemment, du coup, je viens à l'école, ça c'est noté. Quel est l'endroit absolument incontournable sur lequel je dois emmener toute ma petite famille en Beauce? Quel âge ils ont? 20, 19 et 11 ans pour les enfants. Est-ce qu'ils aiment faire du vélo, le sport? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, elle aime bien la nature, les paysages, Mon papa est propriétaire d'un hôtel à Saint-Georges. Ça fait que si je vous recommande d'aller ailleurs, je vais dans le trouble, mais il existe des auberges, des lieux un peu plus sympathiques qu'un grand hôtel au centre-ville, qui est d'ailleurs très, très bien, le Georgeville, mais en privé, je te donnerai peut-être quelques autres options. Saint-Georges, c'est l'endroit où a lieu le Grand Prix cycliste le mieux coté en Amérique du Nord. Les gens ne le savent pas. Le Tour de Beauce est une activité très connue. Donc, il y a beaucoup de pistes de vélo. Il y a beaucoup d'art urbain, des belles randonnées. Saint-Georges, c'est pas l'endroit où on peut bien manger, mais on vient pour d'autres raisons. Okay? Mais c'est les gens. Je te dirais que si tu me dis, là, voici ma famille, voici ce qu'on aime faire, je mettrais des gens sur ton parcours. Okay? C'est ce que je ferais. Et pas des monuments, des gens. C'est beau. C'est pour ça que je suis venu. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, Jean-Michel. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Bye. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas @ ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué.
Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.